Cheikh Khaled Bentounes, merci d'avoir accepté de nous recevoir, alors que nous vivons une actualité brûlante et douloureuse à maints égards au niveau mondial. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes Cheikh Khaled Bentounes, le guide spirituel de la Voie Soufie Alaouia, président d'honneur de Aïssa ONG International, ONG accréditée auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, qui œuvre à la promotion de la culture de paix dans le monde. Vous êtes également l'initiateur de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cheikh Bentounes, nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2023, une date qui ne doit rien au hasard. C'est en effet à cette même date, il y a 6 ans, le 8 décembre 2017, que la Journée internationale du vivre ensemble en paix a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies comme un moyen, je cite l'article numéro 4 de la résolution de l'ONU, de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable, reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. C'est ainsi la totalité des 193 États membres qui se sont engagés à célébrer chaque année, sur leur territoire, cette journée internationale du vivre ensemble en paix, de son petit nom JVEP, et à agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable pour le bien commun de l'humanité. Ma première question, cher Bentounes, est la suivante. Quel constat dressez-vous 6 ans après l'adoption de la JVEP ? Alors, quel constat dresser effectivement après ces 6 longues années où cette résolution qui a permis de créer une journée internationale du vivre ensemble en paix est née. On peut le voir de deux façons. Il y a une façon optimiste et il y a une façon pessimiste. Pour le pessimisme, je dirais que la réussite de ce 8 décembre 2017, c'est que tous les pays, sans exception, et même les pays qui étaient en conflit, ont adopté cette résolution, sans contrainte. Mais c'est une résolution qui a été adoptée à l'unanimité des 193 pays, et je dirais dans un moment où il y avait une crainte d'un conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et les représentants des pays, l'atmosphère dans laquelle est née cette journée internationale du vivre ensemble en paix, était, on le sentait, parce que j'étais présent le jour où elle a été votée, on sentait que l'humanité, ou les représentants de cette humanité, sentaient ce besoin de retrouver et de donner aux Nations Unies, donc cet endroit de dialogue, d'échange, de compromis aussi, de donner du sens et d'entrevoir un avenir commun. Et ils ont vu dans cette journée, même ceux qui n'y croyaient pas au début, parce qu'il a fallu quand même plusieurs années pour persuader certains qui voyaient dans cette résolution une résolution de plus. Mais en vérité, cette résolution, après 6 ans, elle prend sa véritable signification. Parce que tout en l'ayant adoptée, malheureusement, aucun pays aujourd'hui, on peut dire aucun pays,
n'a répondu totalement en partie aux vœux, aux articles qui ont été décidés, écrits, corrigés plusieurs fois pour que tous les pays soient d'accord sur ces principes de base pour construire un avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Justement, Cheikh Bentounès, vous commencez à répondre à la deuxième question, qui est la suivante. Donc, pensez-vous qu'au regard des 193 États membres signataires de la JVEP, l'engagement concret vis-à-vis du vivre ensemble en paix est à la hauteur de l'enjeu? Ou bien, y a-t-il des manques, selon vous, à l'équation? Non, bien sûr qu'il y a des manques. Il y a des manques, et je dirais, il y a aussi des réponses positives. Les États, en tant qu'États, très peu ont manifesté cette envie de pouvoir donner à cette résolution une réalité concrète. Il n'empêche que dans beaucoup de pays, c'est les villes, et notamment les capitales. Nous avons une charte qui a été signée par plusieurs villes et capitales du monde pour célébrer cette journée et en même temps faire de cette journée un moyen de pouvoir, dans les villes, et notamment à travers les associations, à travers les écoles, donc à travers l'éducation, essayer de semer cette graine de cette culture du vivre ensemble en paix. Donc, il y a eu, la première manifestation s'est passée à Paris, et c'était au siège de l'UNESCO, qui est un organisme international qui dépend des Nations Unies. La deuxième année, c'était à Cordoue. La ville de Cordoue a été choisie en pensant à l'Andalousie, au passé de cette Andalousie où il y avait ce vivre ensemble entre chrétiens, juifs et musulmans. Il y a eu entre-temps le Covid, et le Covid a fait que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de célébration. Il n'empêche qu'il y a eu un film, Nous tous, qui a été réalisé par un réalisateur belge et qui a circulé dans plusieurs pays, vu par plus de 10 millions de personnes. Et puis on a repris en 2022, c'était à Amsterdam non, en Hollande, aux Pays-Bas, lors de l'exposition internationale Floriade. Et puis, cette année, 2023, c'était à Turin, c'était la ville du Turin qui a célébré cette journée, et c'était les villes, la ville phare, en quelque sorte, capitale de cette journée de célébration. Et il y a eu tous les présidents européens de la médiation qui étaient présents. Donc plusieurs pays c'était les présidents de la médiation qui étaient présents. Et nous préparons pour 2024, en partenariat avec cette fois-ci la ville de Genève, le 16 mai 2024, donc dans la ville de Genève qui est partenaire avec AISA International, avec la fondation, avec l'ONG AISA International. Donc
Et cette rencontre de Genève, à mon avis, puisqu'elle va se dérouler en partie au siège des Nations Unies à Genève et dans d'autres endroits pour le grand public à Genève, donc permettra peut-être, dans les conditions que nous vivons aujourd'hui et l'aggravation des conflits, rappeler aux États et rappeler aux citoyens que nous pouvons changer les choses, que nous avons le pouvoir et la volonté de changer les choses si nous prenons conscience que nous sommes une humanité et que cette humanité, que chacun de nous est un membre de cette humanité, une cellule de ce corps qui s'appelle l'humanité. Merci beaucoup. Donc là, vous nous parlez de ce désir de paix qui n'a jamais été aussi grand, aussi important qu'aujourd'hui. Mais paradoxalement, on sait bien que chacun campe aussi sur sa position, sa propre conception et ses propres conditions, a fortiori au sein des forces d'opposition extrême dont vous avez parlé tout à l'heure. Cher Bentounès, qu'est-ce qu'une paix qui sert le bien commun de l'humanité, plutôt que les intérêts particuliers? Une telle paix est-elle, selon vous, possible dans le monde? C'est un choix. C'est un choix. Si ça revient à chacun de nous de choisir la voie, la voie qu'il souhaite dans sa vie, pour lui-même, pour sa famille, pour son pays. Et cette voie-là, c'est la voie du milieu. Elle peut être que la voie du milieu, pas la voie des extrêmes. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les conflits que nous vivons, qu'ils soient d'ordre... les conflits, les crises que nous vivons aujourd'hui, sont des crises alimentées par les extrêmes. C'est les extrêmes qui tirent l'humanité de plus en plus vers un déchirement, vers un éloignement, vers une division. Et cela peut susciter à l'avenir, je ne l'espère pas, mais tout pense, tout comment dirais-je, nous invite à penser que cet avenir aujourd'hui est de plus en plus, je dirais, incertain. Parce que non seulement nous sommes dans un moment aussi les extrêmes qui mènent la danse quelque part, à travers les conflits d'aujourd'hui, mais c'est aussi une sorte de désespérance parce que nous vivons des crises, à la fois économiques, mais surtout des crises de sens, profondément. L'homme d'aujourd'hui ne sait pas vers quoi se tourner pour que cette paix, pour que ce vivre ensemble, pour que cette fraternité humaine puisse surgir et guider notre attitude, guider notre projection, notre vision de l'avenir, en mettant tous les moyens nécessaires pour que ce futur, que nous regardons avec une angoisse, et surtout au niveau de la jeunesse, puisse déboucher sur quelque chose de plus humain, sur la justice, sur la solidarité, sur une prise de conscience de ce bien commun, de cette protection de la terre que nous ne cessons pas d'abîmer avec, avec notre façon de gérer la terre, de conduire nos économies de plus en plus polluantes, de plus en plus, on aggrave la situation. Et ça, tous les scientifiques du monde le disent, et les politiciens le savent.
Il y a même certains parmi eux, des chefs d'État, qui disaient que dans l'une des réunions concernant l'écologie, concernant le futur de la Terre, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Alors, c'est quoi cet ailleurs? Qui nous empêche de regarder et de trouver des solutions à notre maison qui brûle, c'est-à-dire la Terre? Qui nous empêche? Cet ailleurs, c'est l'intérêt particulier, c'est le pouvoir, c'est la finance. Donc, c'est des intérêts purement matériels qui nous aveuglent et qui nous envoient à prendre un chemin dont nous savons tous qu'il mène vers une catastrophe dont nous connaissons à l'avance les conséquences. Alors, comment provoquer une réelle prise de conscience pour faire comprendre, particulièrement auprès de forces réfractaires, que la paix est, de manière très concrète, un pari gagnant-gagnant pour tous? Comment créer les conditions d'une paix sincère et durable? Alors, dans la politique, le mot sincère n'est pas très, très utilisé, à mon avis. Il n'est pas je dirais, il est utopique. La sincérité, aujourd'hui, où est sa place? Aujourd'hui, dans la gouvernance du monde. Puisque nous sommes dans une situation de chacun pour soi. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de créer une nouvelle conscience, de faire naître une nouvelle conscience, justement basée sur la sincérité, basée sur la solidarité, basée sur le partage, basée sur des valeurs. Parce que nous avons oublié que l'homme, c'est d'abord une conscience. C'est sa conscience qui dicte ses actes. Et plus cette conscience diminue en nous, et plus nous nous éloignons de l'intérêt général, et que chacun va essayer, dans sa vie, de préserver son intérêt personnel. Ce qui n'est pas en soi, je veux dire, mal, mais il faut comprendre qu'on est dans des liens, que la vie repose sur les liens, sur, que ce soit la vie des hommes, ou entre l'humanité, ou avec la nature, avec le minéral, le végétal, l'animal. La vie, c'est un tout. Et que s'il n'y a pas cette prise de conscience vers la société de l'universel, qui prend en compte non seulement mon intérêt, mais aussi l'intérêt de l'autre et de tout autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt même des insectes, qu'est-ce que c'est qu'une abeille? Eh bien, l'abeille a droit à vivre, il faut la protéger parce qu'elle est nécessaire à la vie. Elle a un travail, elle effectue un travail qui sans elle, ne casserait cette relation entre le vivant. Donc, le vivant est basé sur des liens. Et il faut qu'on comprenne aujourd'hui, il faut sortir de cette conscience du je-moi vers une conscience du nous. Ce nous qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus universelle, beaucoup plus ouverte, incluant à la fois l'homme et le milieu dans lequel il vit. En prenant conscience, et en cela, il n'y a qu'une chose qui peut changer les choses, c'est l'éducation. C'est aller vers une éducation vers une culture de paix. Très tôt,
Merci. Alors, selon plusieurs traditions et sagesses, tout est dans tout. Vous venez d'en parler. Il en va de même de notre monde intérieur comme du monde extérieur dans lequel nous évoluons. Nous sommes par ailleurs tous contraints à vivre ensemble sur cette terre, pour le meilleur comme pour le pire. Tôt ou tard, ce vivre ensemble en paix s'imposera donc de fait comme une évidence, une urgence inéluctable dans la conscience individuelle et collective. Comment dès lors hâter son avènement? Comment, cher Bentounès, transformer la haine en amour dans le cœur de l'être humain? Je n'ai pas de recette miracle, mais je dirais, c'est là où, à l'instant, je disais que c'est par l'éducation. Par cette éducation où la paix devient le centre de tout apprentissage et de tout enseignement. Il faut qu'elle soit au cœur de nos préoccupations. Aujourd'hui, la paix pour certains, c'est juste l'absence de conflit. Mais la paix, c'est aussi une énergie. Une énergie qui, si on investissait dans cette énergie, nous donnerait la possibilité de cette transformation et d'amener l'homme à le faire sortir de l'amour du pouvoir vers le pouvoir de l'amour. Et ça, encore une fois, la base de cette transformation, c'est l'éducation à la culture de paix. Merci beaucoup. Nous souhaitons de tout cœur que cela se réalise. Donc pour clore cet entretien, cher Bentounès, ma dernière question est la suivante. Comment voyez-vous le monde demain? De quel avenir rêvez-vous? Et quel serait votre message pour la jeunesse? Alors, heureusement qu'il y a le rêve, et que ça nous permet de rêver. Et surtout, si ce rêve est partagé par le plus grand nombre. C'est comme ça que des rêves deviennent réalité. Et pour le message des jeunes, je voudrais être le plus... Je voudrais être optimiste et dire que ils sauront peut-être mieux faire que nous et construire ce monde du vivre ensemble en paix et lui donner une réalité. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun investissement qui est fait dans ce sens. Il n'y a dans aucun pays des programmes insérés au programme scolaire qui permettent à ces enfants de pouvoir vivre et partager cette éducation à la culture de paix, qui les apaise, qui leur permet d'être en paix avec eux-mêmes, avec l'autre, leurs voisins, leurs copains, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, et d'être en paix avec la nature. Nous sommes loin de ça. Il n'y a pas aujourd'hui une éducation, des programmes insérés dans les programmes scolaires, par exemple des domaines comme les mathématiques. Les mathématiques et le vivre ensemble. La langue et le vivre ensemble. Le sport et le vivre ensemble. Donc tous les domaines qui concernent l'éducation doivent avoir une attache, un lien avec la paix. Pourquoi on apprend à nos enfants? On leur apprend pour qu'ils puissent construire leur avenir, pour qu'ils puissent être sereins, pour qu'ils puissent être dans la joie, dans le bonheur, dans une perspective positive. Mais si on inverse les choses et qu'on prépare nos enfants à
s'entretuer, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans plusieurs pays. Des enfants qui naissent et qui voient les conflits autour d'eux, voir des maisons détruites, voir leurs parents tués, voir leurs frères, leurs sœurs, leur ville détruite. Quel est leur avenir? Leur avenir sera que il est fait de vengeance, de haine, de repli sur soi, du rejet de l'autre, etc., etc. Le problème racial, on est encore, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réglé ce problème. Il y a encore le problème de la race. Le noir, le blanc, le jaune, le ceci, le cela. Le problème et la difficulté avec les messages religieux. Les religions. Pour beaucoup de gens, c'est du communautarisme, c'est de l'idéologie. C'est pas des religarés, c'est pas quelque chose qui les relie à la beauté, qui les relie aux valeurs universelles. Elle les enferme dans des préceptes, dans des dogmes qui font d'eux des oppositions. Pour exister, je m'oppose à l'autre. Et la violence augmente très tôt. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont dans la violence très tôt. Des jeunes qui sont trop tus, qui tuent leurs professeurs, alors que le maître d'école, il avait un statut de respectabilité. On respectait son maître parce qu'il vous donnait les connaissances, les moyens du savoir et des connaissances. Donc nous sommes dans un monde d'inversion aujourd'hui, d'inversion des valeurs. C'est au rusé, c'est au plus... Et le problème de l'avenir de la jeunesse, c'est l'intelligence artificielle. Donc, qui vient se rajouter cette technologie, les technologies aujourd'hui par l'intelligence artificielle, font qu'on perd de plus en plus de moyens à réfléchir, à se penser et à choisir, puisque c'est par la machine. Quand il y a des jeunes aujourd'hui qui demandent à l'intelligence artificielle s'ils doivent mourir ou se suicider. Nous sommes arrivés à ce stade-là. Donc, il y a quelque chose qui hante aujourd'hui l'esprit de l'être humain, c'est un monde qui technologiquement avance avec une rapidité inimaginable, et de l'autre côté, des consciences de plus en plus appauvries. Donc, la beauté, la poésie, ce qui donne à l'être humain son véritable génie. Aujourd'hui, on confie tout ça à des machines, à des algorithmes qui vont décider pour nous le chemin à prendre, la pensée qu'il faut accepter. Donc, nous allons vers un monde de plus en plus de contrôle, un monde de plus en plus, comment je dirais, avec un esprit de plus en plus étroit et qui cherche uniquement la performance, oublions la réalisation, de se réaliser son humanité. Comment un être peut réaliser son humanité?
comment il peut trouver la beauté en lui, comment il peut trouver la paix en lui, comment il peut trouver cet apaisement qui lui permet d'avoir un regard sur le monde apaisé et de vivre, puisque nous sommes tous inscrits dans la finitude, de vivre le temps qui nous est donné de vivre sur cette terre en étant utile à soi et utile aux autres. Merci, cher Bentounès. Nous vous remercions vraiment très très chaleureusement pour votre générosité et les précieux éclairages que vous venez de nous apporter aujourd'hui. Merci à vous.